Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai découvert très récemment suite à un commentaire de Dr Schizo sous ma dernière vidéo et j'ai tellement été frappée par cette affaire que j'ai eu envie de vous la raconter tout de suite. Ce qui fait que j'ai bousculé mon planning pour vous faire ce sujet aujourd'hui qui traite à fond de manipulation mentale et comme vous le savez, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Bref, ne perdons pas plus de temps dans cette introduction, j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vos lumières sont éteintes et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes au printemps 2004 dans le Kentucky. Louise Ogborn est une jeune femme de 18 ans en classe de terminale. Elle finira d'ailleurs bientôt son lycée, normalement sans encombre au niveau de ses notes. C'est vraiment une fille gentille et bien élevée, surtout selon les critères de la société américaine. Elle va régulièrement à la messe et fait partie des scouts. Depuis 4 mois, elle a aussi commencé à travailler dans un restaurant McDonald's de sa ville, Mount Washington, afin d'aider sa mère qui vient de perdre son emploi. Elle est d'ailleurs toujours la dernière arrivée de l'équipe. Nous sommes le 9 avril 2004, en fin d'après-midi. Louise Ogborn termine son service, mais décide de rester un petit peu plus longtemps que prévu pour aider ses collègues qui sont débordés de travail. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, elle quittera ce McDo complètement traumatisée après avoir vécu l'une des expériences les plus ahurissantes qui puissent exister. Il est environ 16h30 quand le téléphone du restaurant sonne, c'est la manageuse Donna Jean Summers, 51 ans, qui décroche. Au bout du fil, il y a un homme qui se présente, officier Scott, policier. Le policier explique à Donna qu'une de ses employées est suspectée d'avoir commis un vol plus tôt dans la journée. Il s'agit d'une jeune femme mince, blonde, qui aurait dérobé 50 $ dans le sac d'une cliente. Donna Summers comprend qu'il s'agit de Louise Ogborn. Le policier continue, il explique à Summers qu'elle a deux choix. Soit la police est envoyée dans le restaurant pour arrêter Louise, ce qui risque de donner une mauvaise image à l'établissement vis-à-vis des clients, soit la manageuse prend son employée à part et la fouille pour voir si elle trouve les 50 $. L'officier Scott semble même vouloir être arrangeant. Franchement, si Donna Summers veut bien s'en charger et qu'il s'avère que Louise n'a pas volé l'argent, ça évitera un déplacement inutile au policier et la jeune femme ne sera pas plus embêtée. Alors Summers s'exécute, elle demande à Louise Ogborn de l'accompagner dans un bureau pour s'expliquer. Une fois arrivée dans la pièce, Louise nie les faits. Elle assure n'avoir rien dérobé à un client, c'est une jeune fille qui paraît honnête. Elle avoue, oui, c'est vrai, une fois elle a volé un stylo, mais de l'argent, non, ça jamais. Au téléphone, l'officier Scott n'est pas du même avis. Comme Donna Summers semble un peu hésitante, il va lui faire de nouvelles révélations. La petite Louise, là, elle deal de la drogue aussi. D'ailleurs, il est à son domicile en ce moment même, en train de procéder à une perquisition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas venir tout de suite au McDonald's. Le policier demande à Summers de procéder à la fouille de Louise. La jeune femme vide ses poches, pas de billets. Puis l'officier Scott, par l'intermédiaire de Summers, lui fait retirer ses chaussures. Toujours rien. Ogborn a dû mieux cacher son butin. Petit à petit, la jeune fille est forcée d'enlever ses vêtements. Elle se retrouve ainsi en sous-vêtements devant Donna et Kim Dockery, l'assistante manager venue prêter main forte pour la fouille. Toujours rien. Au téléphone, Scott insiste. Il faut qu'elle se déshabille intégralement pour qu'on soit bien sûr. La voleuse a très bien pu cacher l'argent dans son soutien-gorge ou encore dans sa culotte. Il faut vérifier. Donna Summers hésite, mais le policier la rassure. Il prend l'entière responsabilité de ce qu'il lui demande de faire. Puisqu'elle agit sous la demande d'un représentant de l'autorité, rien ne pourra lui être reproché, bien sûr. Alors, Summers force Louise Ogborn à enlever ses derniers vêtements. La jeune fille se retrouve intégralement nue devant sa collègue.
il n'y a toujours aucun billet. Summers tend un tablier à Louise pour qu'elle puisse se couvrir et place les vêtements dans un sac. À la demande de l'officier Scott, elle va les mettre à l'abri dans le coffre de sa propre voiture. Louise est complètement sidérée, elle est vulnérable, enfermée dans une pièce au fond du restaurant, nue, terrifiée. Elle pleure, mais c'est impossible pour elle d'envisager de sortir et que des clients puissent l'apercevoir, donc elle est bloquée. Après près d'1 heure dans cette situation, Kim Dockery quitte le bureau pour retourner à son poste de travail. Donna Summers explique à l'officier de police qu'elle doit aussi retourner au plus vite faire son boulot parce que le rush de la soirée va bientôt commencer et elle peut pas manquer son travail. Si elle ne se dépêche pas de venir pour arrêter Louise, elle aura pas vraiment d'autre choix que de la laisser sans surveillance ou même repartir. Le policier semble embêté, la perquisition est longue et il pourra pas être sur place avant encore un petit moment. Tout à coup, il pose une question à Summers. Est-ce qu'elle n'aurait pas dans son entourage un homme de confiance, un frère, un conjoint, quelqu'un qu'elle puisse appeler pour venir l'aider et surveiller Ogborn à sa place? Donna réfléchit quelques secondes. Oui, en effet, il y a bien son propre fiancé qui pourrait venir. Elle l'appelle, il vient. Il s'appelle Walter Nix Jr. et il était visiblement disponible ce soir-là. C'est désormais lui qui va prendre le combiné et qui échange avec le policier. Donna, elle, repart à son poste près des caisses. On est ici à un moment charnière de cette affaire. C'est à partir du moment où Walter Nix va être au bout du combiné que les choses qui avaient déjà bien dérapé vont carrément prendre une tournure dramatique pendant les 2 heures suivantes. Il est environ 18h quand Walter Nix arrive au McDonald's et qu'il prend le contrôle de la situation. L'officier Scott au téléphone lui réexplique un petit peu tout le contexte. Le ton du policier devient plus dur et ses demandes vont être de plus en plus excessives et violentes. Il menace Ogborn de poursuite et de perdre son job si elle n'obéit pas aux ordres qu'il transmet à Nix. Premièrement, il demande à Nix de faire retirer son tablier à Louise afin de regarder et décrire son corps. Afin de s'assurer qu'elle ne cache pas d'argent ou de sachets de drogue sur elle, il demande à Nix de lui faire une sorte de danse, les bras levés, puis des jumping jacks, des exercices de sport qui consistent à sauter sur place en écartant les jambes, et aussi de se tenir debout sur une chaise, puis ensuite sur le bureau. Louise Ogborn tente de refuser, mais le policier au bout du fil s'énerve, il lui demande de l'appeler monsieur, et il insiste, si elle n'obéit pas, elle risque de graves problèmes. La jeune fille a peur, elle a besoin de cet emploi comme je vous l'ai dit, elle peut pas risquer de compromettre son avenir maintenant. Alors elle se plie à toutes les demandes, même les plus absurdes. Derrière le combiné, l'officier Scott n'est toujours pas convaincu que Louise n'a rien volé. Il oblige Walter Nix à demander à l'employé de s'introduire des doigts dans le vagin et à les écarter pour lui prouver qu'elle n'y a pas caché soit un billet, soit de la drogue. Ogborn est dans un état de sidération. Déshumanisée, humiliée, effrayée, elle pleure, elle implore, mais elle finit toujours par céder. Le policier demande à Nix de faire asseoir la jeune fille sur ses genoux et de lui demander qu'elle l'embrasse pour vérifier si elle n'a pas une haleine de cannabis. Louise refuse catégoriquement. L'officier Scott donne des conseils à Nix pour la faire céder. Il la fait se mettre à genoux, nue sur le carrelage froid, et lui donne de violentes fessées jusqu'à ce qu'elle se plie à sa volonté. Quelque temps plus tard, c'est une demande bien pire encore qui arrive de la part de l'officier de police. Louise Ogborn doit s'agenouiller devant Nix et lui faire une fellation. La jeune fille reste complètement abasourdie. Fermement, elle s'écrie « Non, c'est complètement hors de question ». Et Walter Nix, lui, je sais pas comment vous le dire. Je ne comprends honnêtement même pas ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. J'imagine que la seule conclusion qu'on puisse tirer de tout ça, c'est que c'était un pervers qui a profité de la situation. Encouragé par l'officier Scott au téléphone, Nix frappe violemment la jeune Louise sur les fesses, jusqu'à ce que sa peau devienne vraiment rouge et qu'elle le reste, jusqu'à ce que son mental se brise complètement et que, terrorisée pour sa propre vie, elle n'accepte l'inacceptable. Le calvaire de Louise Ogborn va durer plus de 2 heures sous la surveillance de Walter Nix. Il est désormais 20 heures passées. Thomas Sims, 58 ans, entre dans le restaurant. Il y travaille depuis quelques années déjà en tant qu'homme d'entretien, mais aujourd'hui il est en off, il passe simplement pour manger un bout et pour dire bonsoir à ses collègues.
Walter Nix sort du bureau où la jeune employée est séquestrée. Il a l'air un petit peu pressé, presque paniqué. Il annonce à sa fiancée Donna qu'il doit partir et qu'elle doit trouver quelqu'un d'autre pour surveiller Louise. Donna est un petit peu prise de court, mais comme elle aperçoit l'homme d'entretien, elle se dirige vers lui pour lui demander de prendre la relève. Sims, c'est un homme qui a pas eu un parcours de vie facile, il a entre autres dû arrêter l'école très tôt, il est assez peu éduqué, mais ça l'empêche pas de voir tout de suite le gros problème de la situation. Au téléphone, l'officier Scott ne l'impressionne pas vraiment, et il refuse catégoriquement d'obéir à ses ordres. D'ailleurs, il comprend pas comment la situation a pu dégénérer à ce point, et il demande à Donna si leur supérieur hiérarchique, le patron du restaurant, a donné son accord pour tout ce qui se passe. Donna confirme, oui, évidemment, c'est l'officier Scott lui-même qui lui a affirmé. Et puis tout à coup, Summers sent le doute l'envahir. Et si l'officier Scott avait menti? Elle appelle immédiatement son patron qui, évidemment, tombe des nues. Aucun policier ne l'a prévenu de ce qui se passait dans sa franchise. La tête de la manageuse se met soudain à tourner, elle est prise de vertige lorsqu'elle commence à comprendre qu'elle a été dupée. Donna Summers reprend l'officier Scott au téléphone pour le confronter et lui demander des explications. L'homme au bout du fil raccroche brusquement. La réalité s'impose tout à coup pour la manageuse du restaurant. Elle a été manipulée depuis des heures par un inconnu se faisant passer pour un policier, mais qui n'en était très certainement pas un. Par chance, un employé du McDonald's a immédiatement le réflexe de composer le numéro qui rappelle automatiquement le dernier interlocuteur avant que quelqu'un d'autre n'appelle la ligne du restaurant, ce qui permet de récupérer et de noter le numéro du manipulateur. Donna Summers, de son côté, entre dans un état de panique intense, proche de l'hystérie. Elle s'excuse du mieux qu'elle le peut auprès de Louise Ogborn, qui est toujours complètement choquée par ce qu'elle vient de vivre. Après plus de 3h30 séquestrée dans le bureau, elle est enfin escortée hors de la pièce, secouée de sanglots bien qu'elle soit enroulée dans une couverture. La police, la vraie cette fois, est appelée et prend les dépositions des différents protagonistes de l'histoire. Les enquêteurs auraient probablement eu du mal à croire à la version des faits de Louise Summers et de Thomas Sims s'ils n'avaient pas eu les enregistrements de caméras de surveillance dans la salle qui ont absolument tout filmé. Oui, vous m'avez bien entendu, toute cette histoire a été intégralement filmée. Walter Nix a tout de suite été placé en état d'arrestation pour agression sexuelle. Donna Summers, qui a pu voir les enregistrements de surveillance, a immédiatement rompu ses fiançailles avec lui. Et il me semble qu'elle ne l'a plus jamais revu après ce soir-là. C'est aussi ici que l'enquête sur le mystérieux interlocuteur du téléphone a pu commencer. Comme je vous l'ai dit, les employés du McDonald's avaient pu récupérer son numéro le soir même. La police a donc tenté de remonter au propriétaire de la ligne, mais il s'agissait d'une carte de téléphone prépayée. En fait, les policiers de Mount Washington vont vite découvrir que ce qui est arrivé à Louise Ogborn est loin d'être un cas isolé. Depuis près de 12 ans, un homme non identifié a passé des appels dans le même genre à des enseignes, principalement de fast-food, se faisant passer soit pour un policier, soit pour un actionnaire et manipulant des employés pour faire subir des fouilles et divers actes étranges à d'autres employés, voire même à des clients. Au total, entre 1992 et 2004, on dénombre près de 70 cas d'appels bidons dans ce style, dans une trentaine d'états différents, tous avec plus ou moins le même déroulement, même si le cas de Louise Ogborn est probablement celui qui est parti le plus loin et qui va permettre de mettre un terme à cette terrible suite d'appels. Les efforts des enquêteurs vont payer, aidés par un détective du Massachusetts qui était déjà sur les traces de l'escroc depuis février 2004, après que 4 restaurants Wendy's de Boston se soient fait pranker dans la même nuit. Et donc ce détective avait réussi à remonter jusqu'à une carte prépayée achetée dans un Walmart de Panama City en Floride. Par chance, les caméras de surveillance de ce magasin avaient filmé l'homme qui avait acheté cette carte de téléphone. Sur les enregistrements, on le voit plutôt distinctement, c'est un homme blanc d'environ 40 ans, avec des cheveux épais et noirs, portant des lunettes et une veste un petit peu spéciale avec une inscription en petites lettres blanches dessus, un petit peu comme celle des agents de sécurité ou des videurs, vous voyez ce genre de veste. Et donc en continuant les recherches, les policiers trouvent d'où vient cette veste. Il s'agit d'un uniforme porté par les agents d'une société pénitentiaire privée basée à Panama City.
Il a ensuite simplement fallu montrer une photo du mystérieux homme au directeur de cette entreprise pour qu'il reconnaisse un de ses employés, un dénommé David Richard Stewart. Au moment de son interpellation le 30 juin 2004, David Stewart avait 38 ans, marié depuis 11 ans et père de 5 enfants. Il travaillait dans une société pénitentiaire, donc celle dont je vous parlais depuis un petit peu moins d'1 an. Et avant ça, il avait été agent de sécurité dans un centre commercial et camionneur. Lors de la perquisition de son domicile, un mobil-home aménagé et installé en périphérie de la ville, les policiers ont découvert une carte de téléphone prépayée ayant servi à appeler 9 restaurants, tous victimes d'appels frauduleux. Ils ont également retrouvé une grande collection d'objets en rapport avec la police, des magazines spécialisés, des uniformes, des armes, des holsters, mais aussi des dizaines de candidatures déposées par Stewart pour travailler dans des départements de police. Très clairement, le suspect avait vraiment une obsession pour la police et voulait lui-même en faire partie. Pour autant, David Stewart nie les faits, refuse de reconnaître la moindre implication dans ce qui est arrivé à Louise Ogborn ou d'avoir déjà passé un appel frauduleux auprès d'un restaurant. Il nie même avoir acheté des cartes de téléphone prépayées malgré tous les éléments qui vont contre lui. Même s'il ne veut pas avouer, Stewart est extradé vers le Kentucky pour y être jugé pour les chefs d'inculpation suivants: usurpation d'identité d'un policier et sollicitation de sodomie. J'ai aucune idée d'où elle sort, celle-là, pour être honnête. C'est un peu comme s'il manquait un morceau dans cette histoire, peut-être pour protéger la pudeur de la victime, en tout cas c'est mon hypothèse. Concernant le procès de David Stewart, j'ai pas énormément d'informations à vous donner. Il s'est tenu en octobre 2006 et ça a été l'occasion pour Louise Ogborn de raconter ce qui s'était passé pour elle. Elle a notamment expliqué qu'au moment des faits, elle était terrifiée à l'idée de perdre son boulot, et puis elle s'est aussi justifiée. Mes parents m'ont appris que quand un adulte te dit de faire quelque chose, tu obéis. Tu ne discutes pas, tu écoutes. À chaque fois que Donna entrait dans la pièce, je la suppliais. « Sortez-moi de là, je n'ai rien fait de mal. » Mon âme a quitté mon corps et j'étais engourdie. J'avais peur pour ma vie. Donna Jean Summers, elle a, elle aussi, été appelée à témoigner. J'ai suivi les consignes de cet homme au téléphone parce qu'il avait l'air sincère. J'ai suivi exactement ses ordres. Quand je lui demandais des explications, il avait toujours réponse à tout. J'ai honnêtement cru que c'était un officier de police. Dans un documentaire sorti récemment sur l'affaire, la journaliste Connie Leonard donne quelques éléments supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre comment un tel drame a pu arriver. En fait, selon elle, Stewart ciblait des victimes jeunes et impressionnables, travaillant dans des petites villes, parce que ce sont des personnes qui auront plus facilement tendance à obéir à des figures d'autorité dont elles ont peur. Dans ce même documentaire, Elizabeth, une autre jeune femme qui n'avait que 16 ans lorsqu'elle a été victime d'un appel frauduleux, probablement du même suspect, alors qu'elle travaillait dans une pizzeria de Blackfoot dans l'Idaho, raconte: « Il a demandé à mon manager de lui décrire mon corps. Il voulait que je lui décrive mes seins, à quoi ressemblaient mes parties génitales, et même connaître ma taille de soutien-gorge. Je lui ai arraché le combiné des mains et j'ai crié « Mais en quoi ma taille de soutien-gorge et ce genre de choses ont un rapport avec le fait que j'aurais soi-disant volé 50 $. » Heureusement pour elle, Elizabeth a été secourue par un collègue qui savait qu'il était illégal de fouiller une personne mineure. Elle dit également avoir voulu déposer plainte à la police, mais qu'on lui aurait répondu que son dossier n'était pas une priorité pour eux à ce moment-là. L'avocat de David Stewart a de son côté argumenté que son client ne pouvait pas être l'auteur des appels, en avançant une explication pour le moins originale. En me basant sur les multiples discussions que j'ai pu avoir avec mon client, je ne pense pas qu'il soit suffisamment persuasif ou éloquent pour convaincre qui que ce soit des choses qui lui sont reprochées. À l'issue de ce procès, le jury a reconnu David Stewart non coupable, estimant que les preuves n'étaient pas suffisantes. Il est donc reparti libre du tribunal. Depuis son interpellation, les appels mystérieux ont néanmoins cessé. C'est peut-être la seule bonne nouvelle dans tout ça. On n'a jamais su quelles étaient ses motivations. Mon hypothèse, c'est que c'était un jeu sadique pour lui, mais comme il a toujours tout nié, c'est difficile d'en dire plus. Bon, et Walter Nix Jr. dans tout ça? Après avoir fui le McDonald's, il avait immédiatement appelé un ami à lui pour lui dire « Je viens de faire quelque chose de terriblement mal ». Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il s'était fait donc arrêter pour agression sexuelle et sa fiancée a rompu avec lui.
Après avoir passé un deal, il a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement en échange de son témoignage contre Stewart, qui n'a malheureusement servi à rien, comme vous l'aurez compris. Donna Summers, elle, a été virée de son poste, bien entendu, et puis elle a été condamnée à une peine d'1 an avec sursis, donc elle n'a pas été envoyée en prison, pour sa conduite lors du drame. Elle a par la suite tenté de poursuivre en justice McDonald qui ne l'avait pas suffisamment formée, selon elle, au risque de ce type de canular téléphonique, mais elle a perdu. Quant à Louise Ogborn, la victime de Mount Washington, elle a gardé de nombreuses séquelles psychologiques. Je vous avais dit qu'elle était en fin de lycée quand le drame est arrivé, alors malheureusement elle a dû abandonner ses études alors qu'elle avait prévu de rentrer en fac de médecine à l'université de Louisville. Elle a aussi dû suivre une psychothérapie et être sous traitement médicamenteux pour dépression et un syndrome de stress post-traumatique. Elle a également expliqué que après ce qu'elle avait vécu, elle s'est constamment sentie sale, ce qui revient vraiment très souvent chez les victimes d'agressions sexuelles, et qu'elle n'arrivait plus à maintenir de relations d'amitié avec les autres, car elle repoussait tous ceux qui devenaient un petit peu trop proches d'elle. Le trauma, comme vous le voyez, a donc créé des pensées dysfonctionnelles récurrentes et aussi des grosses difficultés à accorder sa confiance aux autres, ce qui est une réaction tout à fait classique, malheureusement, chez une personne ayant vécu un tel traumatisme. 3 ans après les événements, en 2007, Louise Ogborn a poursuivi McDonald en justice et elle a demandé 200 millions de dollars de dommages et intérêts au motif que la compagnie n'avait pas assuré sa protection en tant que salarié en ne mettant pas en place plus de prévention contre les appels frauduleux, alors que des faits similaires avaient déjà eu lieu depuis des années dans d'autres restaurants de la marque. La défense de McDonald a avancé les arguments suivants. Premièrement, c'est Donna Summers qui n'a pas suivi les instructions du manuel de manager de la compagnie, manuel qui interdit pourtant les fouilles sur les employés. Deuxièmement, Walter Nix, qui était l'auteur des actes les plus graves dans cette affaire, n'était pas un employé McDonald's. Ensuite, la victime ne s'est pas extraite elle-même de cette situation, contrairement au bon sens commun. Et enfin, la loi d'indemnisation des travailleurs qui interdit aux employés de se retourner légalement contre leur employeur, ce qui est un truc, je trouve, ultra choquant. Je passe un petit peu vite sur toutes les étapes de ces démêlés judiciaires parce que vous vous doutez que ça a été une bataille juridique assez longue avec des décisions, des appels, des recours, etc. Au final, en 2010, Louise Ogborn a fini par accepter un arrangement avec McDonald à hauteur d'1 million de dollars et des brouettes en échange de l'abandon des poursuites, et McDo a été obligé de retravailler son programme de formation des managers pour les former un petit peu plus explicitement à la protection de leurs employés et à être vigilants concernant les appels frauduleux. Alors vous avez déjà très probablement fait le rapprochement entre cette histoire et une expérience de psychologie sociale très connue, c'est celle de la soumission à l'autorité par Stanley Milgram. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je détaillais toute cette expérience, je vous la remets juste ici si jamais ça vous intéresse. Et pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui n'en auraient jamais entendu parler, l'expérience de Milgram, en gros, elle avait démontré combien il est facile de forcer des gens à agir sous la contrainte du moment que leur interlocuteur semble avoir un statut d'autorité. Alors dans l'expérience, c'était la figure du scientifique, mais ça marche aussi avec toutes les figures comme les policiers, les médecins, les gens qui sont supposés détenir un pouvoir ou un savoir supérieur aux gens lambda. J'insiste bien sur le fait qu'il suffit que ces gens semblent avoir cette autorité, c'est-à-dire qu'il suffit qu'ils aient la bonne tenue, quelques éléments de langage, l'attitude, etc. Tout simplement parce qu'on a été élevé pour se soumettre à cette autorité, on nous a appris à obéir aux ordres qu'on nous donne, à ne pas remettre en question la légitimité de ces gens-là, souvent par crainte des conséquences. L'autre chose que cette expérience avait aussi montré, c'est qu'il y a une forme de transfert de la responsabilité dans ces cas-là, c'est-à-dire que la personne qui agit, donc dans notre histoire ce serait par exemple Donna Summers puis ensuite son fiancé Walter Nix, en gros cette personne-là ne se considère pas responsable de ses actes, elle se dit « moi je fais juste ce qu'on m'a demandé de faire ». Et ça, David Stewart l'avait bien compris parce que, vous vous rappelez, il insistait bien au téléphone en disant « vous inquiétez pas, je prends l'entière responsabilité de ce qui va se passer ». Ce qui fait que ça dédouane les gens dans leur tête, alors que en réalité, d'un point de vue légal, non en fait, ce sont bien eux qui ont commis ces choses horribles.
C'est comme dans l'affaire que je vous ai racontée la semaine dernière avec Elge Fosmo et Sarah Svensson, il y a une personne qui agit sous les ordres d'une autre qui manipule, mais n'empêche que celle qui appuie sur la gâchette, c'est elle l'assassin. Enfin bref, j'avais vraiment très envie de vous raconter cette histoire, alors encore merci à la personne qui me l'a suggérée parce que mine de rien, c'est important d'en parler, je trouve. Surtout qu'il existe encore aujourd'hui beaucoup d'arnaques qui reposent sur ce mécanisme. Je pense notamment aux faux emails de police qui sont spammés à fond depuis quelques mois, voire années. Vous l'avez peut-être déjà reçu vous-même, qui vous accusent d'avoir fait n'importe quelle horreur et qui vous demandent de payer une amende au plus vite. Alors heureusement, ces faux courriers sont quand même assez grossiers et mal faits pour qu'il y ait assez peu de gens qui tombent dans le panneau. Mais quand même, il y a toujours des cas de personnes un petit peu vulnérables, très impressionnables, qui peuvent se faire avoir et escroquer comme ça. Je pense surtout évidemment aux personnes âgées qui sont généralement moins méfiantes vis-à-vis de tout ce qu'on peut trouver sur internet et qui ont aussi cette vision des figures d'autorité très idéalisées qu'il faut toujours écouter et respecter et qui s'imaginent même pas un seul instant que ça puisse être des imposteurs. Voilà, c'est important de faire des petites piqûres de rappel là-dessus. Posez-vous toujours les bonnes questions avant d'obéir aveuglément à ce qu'on vous demande. N'agissez jamais dans l'urgence et la panique. Demandez à prendre un petit temps de réflexion quand on vous enjoint à agir très vite. Et selon le contexte, demandez aussi peut-être des preuves que la personne est vraiment celle qu'elle prétend être. Bon, évidemment, si c'est vous qui allez à l'hôpital et que vous rencontrez un médecin, ne lui demandez pas avoir son diplôme. Je parle plutôt de situations où ça va être des personnes qui viennent spontanément à vous et qui se prétendent être telle ou telle chose. C'est vraiment différent. Et puis, si jamais on vous demande de faire quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, dites-vous que vous avez le droit de refuser. Parfois, on n'ose pas, par politesse ou par peur, mais dites-vous que les regrets et les conséquences seront probablement plus graves si vous vous forcez à faire quelque chose que juste si vous refusez. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Merci énormément de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vraiment que mon travail vous a plu et vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit ou juste un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?